bonjour, bienvenue dans ce numéro de Remue Ménage. Nous prendrons pour repère dans cette émission la loi 98-05 du 8 janvier 1998 portant code pétrolier et qui définissait les conditions d'exploration, de développement et d'exploitation des hydrocarbures au Sénégal. J'ai bien conjugué au passé puisque depuis cette année en cours, c'est encore tout frais, par la loi numéro 2019-03 du 1er février 2019, le Sénégal s'est doté d'un nouveau code pétrolier. Il va nous intéresser bien sûr, mais pour se projeter dans l'avenir. Mais ce dont il est question, ce sont tout ce que les spécialistes appellent les CRPP. Comprenez les contrats de recherche et de partage de production. L'État du Sénégal en a quelques-uns en cours. J'en citerai bien volontiers quelques-uns puisque c'est de ça qu'il s'agit. Par exemple, il y a le contrat de recherche et de partage de production d'hydrocarbures ultra deep offshore ou UDO, signé entre Total et Petrosen pour le compte du Sénégal. Il y a aussi le contrat de recherche et de partage de production d'hydrocarbures Rufusque offshore profond, signé toujours entre Total et Petrosen. Il y a le contrat de recherche et de partage de production Rufusque et Sangomar 2, signé entre la société Sénégal Hunt Oil Company, ça ne s'invente pas, Sénégal Chasseur de Pétrole Company, filiale de la société du même nom immatriculée aux îles Caïmans. Il y a aussi le CRPP Saint-Louis Profond 2 avec Petrotim Tian. Il y a aussi le contrat de recherche et de partage de production Kayar Profond 2, toujours avec Petrotim Limited. Il y a aussi, pour le coup, cet accord d'association Kayar Profond du 11 juillet 2012. Et puis, je citerai ce contrat d'exécution entre Petrosen pour le compte de l'État du Sénégal et la firme Forteza, c'est à Diender. Vous voyez donc, on est en plein dans la recherche. Mais bon Dieu, pourquoi les contrats avec Petrotim sentent le soufre? Pour être tout à fait honnête, le contrat de recherche et de partage de production signé entre l'État du Sénégal et Total a aussi valu à l'ancien ministre de l'Énergie, Thierno Alassane Sall, son poste de ministre. Mais il sera question dans cette émission non pas d'un exercice de communication autour de ce reportage investigation de la compagnie britannique, la BBC, qui a secoué la République, il faut le dire. Messieurs les experts, j'ai le plaisir d'être dans ce studio avec l'un des experts pétroliers reconnus dans ce pays, Ibrahim Bachir Dramé. Merci d'être avec nous. Vous êtes expert pétrolier, vous êtes aussi formateur, consultant à l'international. Merci d'être avec nous. Bonjour Abdoulaye, je vous remercie de cette invitation. C'est toujours un plaisir de partager et d'échanger avec vos auditeurs qui vous écoutent un peu partout dans le monde sur ces questions pétrolières, gazières qui sont d'une importance capitale. Je le dis souvent, notre pays est à la croisée des chemins. Il va falloir que nous soyons assez prudents pour en parler, mais il faut en parler juste et vrai. C'est cette information-là et c'est mon appel à la responsabilité. Bachir, je reviendrai à vous tout à l'heure parce que vous avez eu le mérite quand même, il y a quelques semaines de cela, juste avant que ne soit diffusé ce reportage de la BBC, d'avoir pris votre plume et d'avoir alerté sur le devoir de transparence et de partage des informations entre l'État, les experts et les organisations de la société civile. Nous y reviendrons. J'ai aussi le plaisir d'être dans ce studio avec Tadé Aldiomasek, juriste pétrolier. Tadé, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour Abdoulaye, merci pour l'invitation. J'ai l'honneur de partager le plateau avec mon mentor dans le secteur, M. Bachir Dramé, et c'est un plaisir de venir parler avec les populations sur les questions qui nous intéressent et qui intéressent les générations à venir. J'espère que vous ne me ferez pas le coup d'être d'accord sur tout ce qu'on se dira ici. On est dans un exercice de transparence. Alors, dans le milieu des experts, qu'est-ce qu'on se dit à la suite de ce tollé suscité par le reportage de la BBC? Est-ce qu'on se dit, il est de bon ton que même le profane s'intéresse au pétrole? Si ça passe par un reportage pareil, tant mieux. Ou alors on se dit, oh là là, tout le monde parle du pétrole sans ne rien comprendre. Qu'est-ce que ce reportage vous apprend? Qu'est-ce que vous ne saviez pas que vous saviez aujourd'hui? Et surtout, qu'est-ce que vous voulez savoir à la suite de ce reportage qui suscite passion et engouement dans le pays? Bachir Dramé. Sans avoir la langue de bois, je vais dire tout de suite ce que nous sommes en train de dire. C'est une excellente occasion
pour relancer et repositionner tout ce débat sur le pétrole. Nous avions tout à l'heure, avec mon jeune frère Tadé, une discussion assez sérieuse où il me disait mais c'est votre faute, c'est vous qui n'aviez pas assez bien communiqué. J'ai dit oui, mais nous avons des limites. Nous sommes des voix autorisées, mais nous ne sommes pas des voix officielles. Il appartenait à l'État, au gouvernement, d'inaugurer une communication juste et vraie, et surtout de la poursuivre, c'est-à-dire de manière ininterrompue, mais aussi de manière extrêmement sérieuse. Je fais partie de ces gens qui ne disent pas il faut pas ne pas en parler. J'ai dit il faut en parler sérieusement. Je le dis tout le temps parce que pour moi, il s'agit d'informer juste et vrai. Donc pour répondre à votre question, nous sommes en train de nous dire que c'est une formidable occasion pour d'abord sensibiliser les populations, pour appeler à la responsabilité, nous en parlerons tout à l'heure, mais surtout pour lever un certain nombre d'équivoques. Parce que ça fait longtemps quand même qu'il y a eu beaucoup d'amalgames sur ces questions-là, et il est important que l'on puisse dire les choses sans aucune considération partisane, en dehors de la succulence anecdotique, en dehors des passions sociétales et économiques. Il faut en parler simplement pour qu'enfin, que la lumière soit faite et que les gens comprennent de quoi tout cela retourne. On a quand même jeté une pierre dans le jardin des experts. Vous et d'autres étiez quand même au nombre de ceux qui se sont réjouis que le Sénégal ait décidé de changer son mode de fonctionnement en adoptant ce nouveau code pétrolier qui est tout récent, que vous aviez applaudi d'ailleurs. En tout cas, il a des innovations majeures pour l'avenir. Mais pour autant, est-ce qu'on s'est suffisamment interrogé pour solder le passif de ce qui avait été déjà fait? Ou alors, on a considéré qu'on pouvait passer par pertes et profits, ce qui a été déjà fait et qu'on regarde vers l'avenir? Écoutez, c'est une question assez difficile à répondre à partir du moment où elle est extrêmement tranchée. Il est vrai qu'il y a un nouveau code pétrolier. Et ce nouveau code rassemble un ensemble d'innovations majeures qui, à mon avis, gagnerait à être portées à la connaissance des populations. Ne serait-ce que le contenu local qui, en réalité, est ce qui nous intéresse le plus parce qu'il détermine non seulement la part du Sénégalais lambda dans cette exploitation, mais l'apport des entreprises sénégalaises au niveau d'exploitation du pétrole et du gaz. Mais il ne s'agit pas de faire table rase de ce qui s'est passé. Au contraire, il faut regarder, concrètement en discuter, pour ne pas encore avoir des redondances. Je le disais tout le temps que celui qui nous a fait le plus grand tort dans ce pays, c'est le code de 98. Parce qu'il souffre du fait qu'en réalité, en voulant faire un code incitatif, nous avons fait un code perméable, corvéable et qui permet tout. Et énormément de choses qui ne sont pas bonnes. Et c'est ce qui nous vaut aujourd'hui cette tollée générale dont les gens, en tout cas, sont en train de parler. Tadé Seck, vous êtes à ma gauche. Est-ce que ce code de 98 qui était en cours, qui a validé d'ailleurs tous les contrats que je viens de citer, dont les contrats Petrotim qui ont été signés sous l'ère de l'ancien code de 1998, est-ce qu'on est dans l'infraction de ce code ou alors on se dit juste que c'est parce que le code l'a permis qu'aujourd'hui on a un besoin de transparence, une exigence de performance que ce qui a été fait à l'époque n'est pas bon. Ou alors qu'on a carrément fait une entorse à ce qui existait. Ce qu'il faut d'abord préciser, c'est que le code de 98 répondait à une politique. Nous étions dans un contexte où le bassin sédimentaire sénégalais était très peu exploré, même si, il faut le préciser, antérieurement, il y avait des opérations pétrolières sur le territoire sénégalais. Mais l'idée avec le code pétrolier, c'était d'attirer des investisseurs dans le bassin sédimentaire sénégalais. Ce qui fait qu'il y avait non seulement beaucoup d'exonérations, mais il y avait une réduction drastique des formalités. Mais l'actualité nous impose d'analyser ce code. Et à la lecture de ce code, est-ce qu'on peut dire que c'est la faute à notre code de 98? Dans une certaine mesure, oui. Parce que la disposition phare qui pose problème, c'est l'article 8 du code pétrolier de 98. Alors, que dit cet article? L'article dit, je cite, « Nul ne peut être titulaire de titres miniers d'hydrocarbures s'il ne justifie pas de moyens techniques et financiers. » À l'entendre, on peut tous comprendre ce que la disposition veut dire. Mais concrètement, à quoi renvoie la justification des exigences techniques et financières? Est-ce que c'est par rapport au nombre d'années d'expérience? Est-ce que c'est par rapport au capital de l'entreprise?
Est-ce que c'est par rapport à la personnalité de ce qui incarne la personne morale? Toutes ces questions-là n'ont pas été tirées au clair malgré l'adoption d'un décret d'application. Et je pense que si, par exemple, on avait eu des spécifications sur les personnes qui doivent être titulaires de titres miniers d'hydrocarbures, on n'en serait pas arrivé, on ne serait pas à cette situation. Malheureusement, ce code ne l'a pas fait. Et dans le nouveau code, il me semble bien que la même erreur a été reconduite. On va quand même nommer les choses parce qu'on ne va pas faire semblant de ne pas du tout faire cette émission par rapport à l'actualité de ce qui se passe. Est-ce que vous renvoyez le tout de cette affaire Petrotim, BP, Aliou Sall, frère du président, cité aussi comme ayant reçu de l'argent? Est-ce que vous rangez tout sur juste un problème juridique à régler ou c'est plus structurel et inhérent au code pétrolier du Sénégal devant régir l'exploitation de nos ressources? Le problème, il est structurel, je l'ai toujours dit, est lié à notre système, il est d'ordre systémique, notre système pétrolier. Pourquoi? Parce que nous avons un système pétrolier qui est hyper présidentialisé. Dans notre code pétrolier ou dans notre système pétrolier, toute la chaîne de décision est entre les mains de l'exécutif. Il n'y a pas d'intervention d'un acteur tierce doté d'une certaine indépendance pour contrôler les décisions que prend l'exécutif. On a quand même l'impression qu'il y a des efforts qui sont faits. Le COS Petrogaz est presque un organe consultatif. Il y a eu tout ce dialogue qui a été organisé aussi pour inviter les acteurs, les experts à participer, à définir même ce code pétrolier, à l'amender, à l'enrichir. J'en viendrai sur toutes ces analyses, sur toutes ces initiatives. Mais pour revenir à ce que je disais, le problème, il est d'abord d'ordre systémique. Il est aussi d'ordre lié à la qualité de nos textes, nos façons d'écrire nos lois. Les dispositions sont parfois très générales et on ne sait pas trop ce que cela veut dire parfois. Troisièmement, il y a un élément d'ordre moral qu'il convient de régler. On se pose souvent la question de savoir si M. Sall avait le droit de diriger... Aliou Sall. Voilà, M. Aliou Sall avait le droit de diriger une entreprise pétrolière. En théorie, rien ne l'empêche. Mais est-ce que moralement, le frère du président qui est associé à de telles affaires, est-ce que la morale peut l'accepter? Est-ce qu'il ne peut pas y avoir source de conflit d'intérêts, de trafic d'influence? Mais quand vous êtes dans le jugement moral, vous n'êtes presque plus dans l'infraction qui est visée. Oui, vous n'êtes pas dans le droit. Mais puisqu'il n'y a aucune précision, l'interprétation est ouverte et il convient de saisir les juridictions pour trancher une bonne fois pour toutes cette question. Alors, mais si vous, l'expert, au vu du code de 98, vous n'arrivez pas à me dire à moi, profane, si réellement cette entreprise Petrotim ou Timis, bien plus tard, avait la possibilité de bénéficier de cet accord de recherche et de partage de production avec l'État du Sénégal, qui va le faire finalement? Est-ce qu'on se met d'accord quand même pour se dire que oui, l'État avait été bien dans ses prérogatives de donner ce droit d'exploration à Petrotim? Oui ou non? En principe, oui. Je dis en principe parce qu'il ne faut pas oublier que dans notre code pétrolier de 98, l'État a un droit souverain sur les ressources naturelles. Et le code prévoit que l'État peut soit s'associer avec des entreprises étrangères ou des entreprises nationales pour mener des opérations pétrolières. Ça, c'est dans le principe. Par contre, l'article 8 vient encadrer ce principe pour dire qu'il faudrait que le titulaire ou l'entreprise demanderesse d'un titre minier d'hydrocarbures justifie d'un certain nombre d'expériences et d'exigences financières. Maintenant, comment doit être interprétée cette disposition? C'est là que je dis, ou c'est laissé à l'interprétation de l'autorité, malheureusement, et que le code n'a pas déterminé des lignes directrices qui permettent d'interpréter cette disposition. Bachir Dramé, sur cette question. Je voudrais qu'on lève un certain nombre d'équivoques. C'est vrai que Tadé est un juriste pur et dur qui parle de la loi. Moi, je vais essayer de parler de l'expérience et de l'expertise. Qu'est-ce qui se fait concrètement? Vous savez, Abdoulaye, on cherche du pétrole dans ce pays depuis 1917, contrairement à ce que beaucoup de gens croient. On a mis du temps à en trouver quand même. Hein. 1917 déjà, il semblerait qu'il y avait des traces de bitume au large du Cap-Vert, ce qui est la région de Dakar aujourd'hui. En 1953, la première société de pétrole s'est installée au Sénégal, la compagnie française de pétrole qui est devenue Total après.
En 1961, rappelez-vous, on avait déjà commencé à mettre en place la raffinerie alors qu'on n'avait pas de pétrole. C'est très paradoxal. Souvent, les pays qui ont du pétrole, c'est eux qui ont des raffineries. Alors, nous, on n'en avait pas, mais on avait quand même la raffinerie. Alors, en 1998, le fameux gaz que la société Fortesa exploitait et qui était qui était consommé par la Sénélec dans un premier temps et après donné à une autre entreprise privée, la Socosim pour ne pas le nommer. Alors, c'est en 2014 qu'on a eu les premières découvertes, les premières annonces. Mais qu'est-ce qui s'est passé avant 2014 ? C'est-à-dire entre 2000 et 2014, les recherches ont toujours continué. Donc moi, c'est pourquoi je voudrais inviter à un exercice simple. En parler simplement, profane comme vous dites, mais en parler aussi sérieusement et concrètement pour dire les choses, voilà comment ça marche. Quand vous dites Franck Timis n'avait pas les compétences techniques et financières, les capacités techniques et financières, c'est sujet à discussion. On n'avait pas défini c'est quoi une capacité financière. On ne l'avait pas défini. Financière. Ça, c'est très simple. Quand vous dites une capacité financière, c'est quoi? Vous allez voir une banque et vous dites à la banque, moi, je vais aller au Sénégal. Je suis intéressé par un bloc pétrolier. Vous allez lever des fonds. Vous allez à Francfort, là où on lève les grands fonds, à Francfort ou à Londres. Et vous cherchez la banque avec qui vous avez toujours travaillé en disant, j'ai besoin qu'on me couvre pour un montant X. Et c'est un document qu'on vous donne. Ce n'est pas une libération de fonds. Ce n'est pas l'argent que la banque vous donne. C'est un document qui prouve que la banque, vous êtes crédible, la banque est prête à vous accompagner. Voilà ce que c'est de la capacité financière. Qu'est-ce que c'est que la capacité technique dans le pétrole? Quand vous venez, le cas de Franck Timis, dans le cas d'espèce, il vient pour exploiter. Mais ce n'est pas Franck Timis, intuitif, personnel qui va faire le travail. C'est un ensemble de contractants, de parapétroliers, de sous-traitants qui vont faire le boulot. Oui, mais c'est surtout l'entreprise qui cherche la licence d'exploration qui va être jugée. Mais justement, cette entreprise, pour monter sa capacité technique, va produire par ailleurs ce qu'il a fait par ailleurs avec des contrats. Il a travaillé au Burkina, je dis n'importe quoi. Il a travaillé à Accra, il a travaillé ailleurs. Oui, mais pas sous le nom de Petrotim. Vous revenez donc au problème Alors, les gens oublient que Franck Timis était là avant Petrotim avec Africa Petroleum. Oui, mais il s'agit de on est encore à Petrotim. Hein? C'est Petrotim qui demande la licence d'exploration au Sénégal. C'est ce que je dis. Alors, donc, c'est extrêmement discutable, cette histoire de capacité technique et financière. Mais voilà la réalité des choses. C'est exactement ce qui se fait. La même chose pour Petrotim, avec le gaz, parce qu'on parle du gaz, on ne parle pas du pétrole. C'est le même contrat, les mêmes procédés qu'il y a dans le pétrole avec de Sangomar, qui est maintenant entre les mains du groupe Woodside, Cairn Energy, ConocoPhillips. Il y avait une société qui était là, qui s'appelait Hunt Oil, qui a signé le contrat avec l'État du Sénégal et qui a vendu ses parts après et qui est parti. Le même procédé. Est-ce que c'est les usages dans ce secteur? C'est les usages. C'est ça que je voulais dire. C'est-à-dire qu'il y a des sortes d'intermédiaires qui viennent négocier la licence et qui les rétrocèdent à des majors, par exemple. On les appelle des juniors. D'accord. Ce sont soit des hommes d'affaires, soit des anciens employés des multinationales qui ont fait de leur job aller négocier les permis. Est-ce qu'ils prennent un risque financier s'entend? Oui, parce que si on prend le cas de Franck Timis, il faut dire qu'il a quand même dépensé un peu d'argent avec African Petroleum. C'est pourquoi d'ailleurs, il a dépensé à peu près beaucoup d'argent pour les études sismiques, etc. Mais on lui a retiré après le contrat qu'on a donné après à Total, le bloc de Rufisque. Parce que pendant 2 ans, il n'a pas pu faire quelque chose. Ça veut dire que pendant 2 ans, il est allé chercher l'argent, il ne l'a pas trouvé. Et l'État, en toute responsabilité, l'a donné. Donc c'est les mêmes contrats. C'est les mêmes procédés. Mais vous ramenez le problème de départ. Vous donnez la licence à quelqu'un qui vous dit qu'il a la garantie financière. Mais finalement, une fois que vous lui donnez, vous vous rendez compte qu'il n'a pas les moyens de commencer l'exploration. Et pendant 2 ans, et vous finissez par le lui retirer finalement. Est-ce qu'on ne crée pas le contentieux en agissant de la sorte? C'est pourquoi je disais effectivement que c'est le code pétrolier de 98 qui n'a pas donné toute la clarté de la matière et qui n'a pas précisé. Maintenant, là où je suis d'accord avec Tadé, c'est que le code est ce qu'il est, mais il y a la responsabilité de ceux qui nous dirigent, la responsabilité de ceux qui travaillent au niveau de Petrosen, qui est en réalité le bras de l'État. Parce que quand on parle d'État, on parle de Petrosen en réalité, qui est le bras armé de l'État sur ces questions pétrolières et gazières. Au sein de Petrosen, il y a une commission de négociation. C'est-à-dire, quand vous écrivez au ministère du Pétrole, qu'il impute le dossier
Anciennement de l'énergie. Anciennement de l'énergie. Petrosen fait le job en évaluant, d'accord, mais surtout en négociant avec vous. Et comme le code, il était fait pour faire la promotion du bassin, parce qu'on pensait en réalité pas qu'on avait du pétrole. Donc, on a laissé passer un certain nombre de choses. Et nous en faisons les frais aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qui gêne concrètement aujourd'hui dans cette histoire? En réalité, ce qui gêne, c'est ce que disait Tadé tout à l'heure, c'est que M. Aliou Sall, frère du président de la République, est entré dans le gaz par l'intermédiaire de Franck Timis et que son nom reste attaché à cette histoire. Précision. Aliou Sall est un représentant pays. Je ne pense pas, il n'a jamais signé de contrat. Sur aucun contrat, vous ne verrez la signature d'Aliou Sall. C'est quoi les représentants pays? Ça aussi, c'est la pratique. Quand vous venez dans un pays comme le Sénégal ou dans d'autres pour chercher du pétrole et du gaz, les multinationales ou les juniors ouvrent un bureau local et s'attachent les services d'un Sénégalais. Maintenant, ils le font de manière stratégique. Parfois, il y a des gens qui prennent des gens qui ont de l'entre-gens, qui ont des réseaux, etc. et qui en font ce qu'ils appellent des représentants pays. Aujourd'hui, on entend le nom d'Aliou Sall parce que c'est le frère du président, mais il y a d'autres représentants pays. Woodside a son représentant pays, Tullow a ses représentants pays. C'est pourquoi ça me faisait rire la dernière fois quand on parlait de salaire. Je dis, mais il a été mal payé, le monsieur. Parce que moi, je connais les salaires des représentants pays des autres compagnies. $25 000 par mois dans le milieu, c'est pas cher payé. Mais ils sont là à m'entendre, ils gagnent beaucoup plus. Bachir Dramé, les Sénégalais vous entendent. $25 000 par mois dans le secteur, c'est pas cher payé. Je vous dis, et je le répète, et je prends toutes mes responsabilités. Ils m'entendent, ceux qui sont dans. Je connais bien ce qui se passe dans les multinationales. Les représentants pays sont extrêmement bien payés par rapport aux Sénégalais moyens. Dans le pétrole, rien que dans la distribution où nous sommes, les sociétés indépendantes, les niveaux de salaire sont très appréciables. Hein? Un pompiste de station gagne 110 000 francs. Un pompiste de station gagne 110 000 francs. Attention, ils vous entendent. Hein? Je pense qu'il y a un pompiste de station, il y en a quand même qui dans la 4e convention, pour ceux qui respectent la convention des travailleurs du commerce, 4e catégorie, ils sont à 120 000 francs. C'est ça la convention. Donc pour moi, ce sont des équivoques qu'il faut lever pour qu'on s'entende sur de quoi nous sommes en train de parler. Je ne suis pas en train de dédouaner ou de cautionner. Je dis Aliou Sall était représentant pays comme tous les représentants pays. Il n'y a que Total qui n'a pas de représentant pays parce qu'ils étaient là dans la distribution et ils sont venus créer carrément une filiale exploration. Mais tout le reste, ils ont des représentants pays qui les représentent quand ils sont là, qui font tout le travail administratif. Donc ça, il fallait lever cet équivoque. Deuxième chose que moi j'ai entendu. Il faut savoir où on parle du pétrole, où on parle du gaz. J'ai entendu sur des plateaux de télévision des gens en parler comme s'ils parlaient Ce n'est pas la même chose. Ce ne sont pas les mêmes paramètres de commercialisation. Ce ne sont même pas les mêmes techniques d'extraction. Donc, il faut aussi lever ces équivoques-là. Là, on est en train de parler du gaz. Disons qu'on est dans le CRPP, les contrats de recherche et de partage de production. Oui. Voilà, ça peut être du gaz, ça peut être du pétrole. Voilà. Donc, voilà. Mais on n'est pas dans les mêmes paramètres de commercialisation. Alors, il y a aussi, parce que je vais évacuer la question des chiffres pour lever les équivoques. On parle de 6 000 milliards de francs CFA que, en termes de royalties, que BP va verser à Franck Timis. Le chiffre est exagérément faux. C'est exagéré. Ça vous contestez ces chiffres? Je le conteste absolument. Par la BBC dans son documentaire d'investigation. On va vous laisser la paternité de cette contestation. La responsabilité 6 000 milliards, c'est exagéré. Alors, aujourd'hui, quand Franck Timis a cédé ses parts, d'abord à Cosmos et après à BP, deux problèmes se sont posés. La fiscalité inhérente, ça je reste c'est un travail des fiscalistes pétroliers qui peuvent nous dire, je ne le sais pas, honnêtement. Mais l'autre problème, c'est le droit de préemption du Sénégal. C'est-à-dire, le Sénégal dit, parce que ça c'est la loi qui le dit, avant de vendre, moi, État du Sénégal, représenté par Petrosen, il faut me demander si moi je veux acheter. Le Sénégal ne pouvait pas. Pourquoi? Simple, le Sénégal a 10% par Petrosen dans la joint venture. Les autres partenaires se partagent les 90%. Si le Sénégal prend les 30% cédés par Franck Timis, le Sénégal se retrouve avec 40%.
de l'investissement dans le projet. Rien que la première phase du projet, le Sénégal ne pourra jamais faire face à cela. Ce n'est pas possible. C'est énormément d'argent, le Sénégal ne pourra pas. C'est pourquoi, quand les gens vont exercer ce droit, qui est en réalité un privilège, je parle sous le contrôle de Tadé, le juriste. C'est un travail, c'est un privilège. Quand l'État doit faire ça, c'est parce que souvent les prix sont très très bas, les prix qu'on offre. Et dans le cas d'espèce, il n'avait pas intérêt à donner des prix bas pour pouvoir lui s'en tirer. Tadé, on va quand même essayer d'évacuer cette question polémique autour de ce sulfureux contrat, autour de Franck Timis, BP. Alors, est-ce que ce qui pose problème, ce n'est pas aussi cette information qui voudrait que des corps de contrôle de l'État ont fortement déconseillé à l'État de signer les décrets pour confier ces contrats de recherche et de partage de production à Franck Timis et que l'autorité ait outrepassé quand même ces recommandations de l'inspection. Est-ce que vous, les experts, ça vous choque finalement si c'était le cas? Si tel est le cas, oui, cela me choque. Mais avant de développer sur cette question, j'aimerais donner mon sentiment sur l'affaire qui nous préoccupe actuellement, l'affaire qu'on peut appeler l'affaire Timis, n'est-ce pas? Tout à l'heure, j'ai analysé de façon objective les limites du Code de 98 qui, selon moi, certaines de ses dispositions sont très perméables, malléables. Pour l'affaire qui concerne Timis, le regard juridique... Vous dites l'affaire Timis, certains disent l'affaire Aliou Sall. Hein? Bon, voilà, donc, mais on laissera à chacun de l'orienter où il veut. L'affaire Aliou Sall ou l'affaire Timis. Selon moi, c'est un clair-obscur dont seule une juridiction... Plus obscur que clair quand même, non? J'en reviens, je vais démontrer le clair et l'obscur dans cette histoire. Il n'y a qu'une juridiction finalement qui pourra trancher. Qu'est-ce qui est clair dans cela? Premièrement, la question qu'il convient de se poser, c'est sur la base de quoi on a attribué un permis, un titre minier d'hydrocarbures à Petrotim. Quel est le fondement? Si on se réfère à l'article 8, il est clair. Il faut que le demandeur justifie d'une expérience technique dans le domaine et des capacités financières. Alors, si on essaie de voir si Petrotim répond à cette qualité, à cette caractéristique, il est manifeste que non. Parce que dans le secteur pétrolier, en réalité, les acteurs se connaissent entre eux. Et à ma connaissance, je n'ai jamais vu Petrotim développer une activité pétrolière. Quand votre vis-à-vis dit Petrotim, attendez, c'est Franck Timis, il était déjà là. Est-ce que c'est la personnalité morale de Franck Timis ou alors on reste sur l'entité Petrotim? Vous avez dit tout à l'heure que Petrotim, c'est d'abord Petrotim qui a été demandeur, même si ses parts ont été cédées par la suite à Timis. Mais qui était le dirigeant de Petrotim? Ce n'était pas Franck Timis, c'était un Singapourien. Maintenant, est-ce que c'est un homme de paille de Franck Timis? Moi, je ne peux pas en être sûr. Certains le disent, mais je n'ai pas de documents qui attestent ce fait. Mais selon moi, mon sentiment sur la question, c'est que dans la mesure où Petrotim n'a pas d'expérience dans le monde pétrolier, rien ne justifie qu'on lui attribue le titre minier d'hydrocarbures. Ça, c'est le premier élément. Ça, c'est clair. L'autre élément qui est clair, on le retrouve dans le contrat de recherche et de partage de production qui concerne le bloc Kayar Offshore. Que dit ce contrat? L'article 4.8 voudrait que dans les 3 mois qui suivent la signature du contrat devant approuver, la signature des décrets devant approuver les contrats, que le demandeur crée un bureau pays. Mais l'article 4.8 précise aussi que le responsable du bureau pays doit être doté d'une autorité pour la conduite des opérations pétrolières. Cela est clair. La question qu'il convient de se poser, c'est est-ce que Aliou Sall a en réalité l'autorité pour conduire des opérations pétrolières? Si on se fie à son expérience pétrolière, il est manifeste que non. Moi, je trouve que sur le point juridique, cela est établi. Qu'est-ce qui est obscur dans cette question? Le documentaire de BBC et certains débats, on a vite fait de caractériser juridiquement les faits. Les délits de corruption ont été soulevés et de conflit d'intérêts.
Cela, par contre, moi, je ne suis pas tout à fait sûr. Selon les éléments d'information dont on dispose maintenant, on ne peut pas être sûr qu'il y a conflit d'intérêts. On ne peut pas en être sûr. Pourquoi? Si vous remarquez bien, si vous faites la chronologie des faits, Aliou Sall est entré en fonction après la signature du décret d'approbation. Maintenant, est-ce qu'Aliou Sall avait antérieurement influencé le président Macky Sall? Je ne sais pas. Mais ce qui est, selon les documents dont nous disposons... C'est ce que laisse croire le document. Voilà, c'est ce que laisse croire les éléments d'information dont nous disposons. Et d'ailleurs, c'est ce que laisse croire le fait que le président soit allé à l'encontre des recommandations de ce rapport d'inspection de l'inspection générale d'État. Certains le disent. Mais mon sentiment sur la question, c'est que c'est ça, c'est ce qui est obscur. L'autre élément qui peut-être rend plus ou moins obscur cette affaire, c'est que depuis 2012, M. Aliou Sall a été accusé nommément. Il connaît les personnes qui l'avaient accusé. Et depuis lors, je ne sais pas s'il y a plainte ou pas, mais en tout cas, il n'y a pas de diligence autour de cette plainte. Pourquoi M. Sall n'a pas porté plainte ou pourquoi l'affaire n'a pas encore connu d'épilogue? Cela veut dire que cette affaire est un clair-obscur qui, malheureusement, n'a pas encore livré tous ses secrets. Et puisque tout le monde est sur le registre de la justice, je pense qu'une saisine des juridictions pourra être l'occasion d'éclairer une bonne fois pour toutes. Dans votre expertise du milieu pétrolier, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Est-ce qu'on peut continuer à traîner cette affaire comme un boulet et continuer à explorer, à être dans le secteur, continuer à dérouler, ou alors il faut le solder avant de passer à autre chose, même si, entre-temps, on a eu quand même ce code pétrolier que vous dites rigoureux, que vous dites avant-gardiste, que vous dites tenant compte des intérêts du Sénégal. On le sait aussi, la nouvelle constitution consacre quand même l'appartenance des ressources au peuple. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, c'est très révolutionnaire, hein, cette disposition. Parce que vous savez, dans d'autres pays, quand vous découvrez du pétrole, vous négociez vous-même avec l'opérateur. C'est-à-dire que quand vous allez aux États-Unis, si vous trouvez du pétrole chez vous, c'est à vous, hein, vous discutez avec qui vous voulez. Mais au Sénégal, si vous découvrez du pétrole chez nous, là-bas, à Diafar Santo, au village de mon père, en Casamance, ça appartient à tout le Sénégal. Voilà ce que ça veut dire. Et ça, c'est révolutionnaire et c'est innovant. Alors, il y a... D'abord, je voulais rebondir un peu sur la question de la diligence par rapport avec laquelle les gens font des recherches dans le pays. Vous savez, des multinationales comme BP, ce sont des majors. Majors parce que d'abord, ils sont dans près de 80 pays. Ou Total. Ou Total, ou Shell, ou Chevron. Ils sont dans et sur toute la chaîne de valeur. Avant d'engager des opérations, parce qu'ils engagent aussi non seulement l'image des pays où ils sont immatriculés, mais ils engagent aussi l'argent des milliers d'investisseurs de part et d'autre. J'aime toujours le rappeler, en parlant de l'investissement de Total, j'ai dit si les Sénégalais savaient qu'il y a 6 000 Sénégalais actionnaires chez Total, qu'est-ce qu'ils diront? Alors, donc, ils surveillent aussi leur image de marque. Qu'est-ce qu'ils font? Ils commanditent des enquêtes très poussées, extrêmement poussées, en engageant de grands cabinets d'avocats, qui souvent descendent dans le pays hôte pour faire toutes les investigations et se poser toutes les questions et se projeter dans l'avenir. Qu'est-ce qui va les gêner? Qu'est-ce qui devrait être fait? Est-ce que les questions de transparence sont réglées? Est-ce que le népotisme n'est pas de coût dans ce pays? Est-ce que la démocratie est très avancée? Est-ce que? Et c'est cet ensemble de documents qui vont contribuer à fonder leurs décisions. J'en parle à l'aise parce que simplement, Abdoulaye, j'ai eu la chance, j'aime le rappeler souvent, et l'opportunité, par la grâce de Dieu, l'année dernière, d'avoir été l'hôte de l'Union internationale des avocats, un réseau de 80 000 avocats à travers le monde, où il m'a été demandé de me prononcer sur l'avenir du pétrole et du gaz en Afrique, le cas du Sénégal. Et on me demandait en quoi le cas du Sénégal était innovant. Et quand j'ai parlé de démocratie et de stabilité, des grands cabinets m'ont aussi sorti la due diligence pour BP, pour engager ces procédures-là. Donc, cela veut dire que ces gens-là ne jouent pas, ce ne sont pas des enfants de cœur, ils ne s'amusent pas avec l'image de marque et avec l'argent de leurs contribuables. C'est pourquoi, moi,
j'ai fait partie des gens qui disent, et vous l'avez rappelé tout à l'heure, j'ai attiré l'attention depuis plus d'1 mois dans un article largement partagé en disant 2 choses. Il faudrait que les Sénégalais, notamment l'État du Sénégal, accentue la communication. Que l'on dise aux gens comment les choses se passent de manière simple, audible et acceptable. Que l'on fasse comme le cas du Ghana, où quand ils ont découvert du pétrole, des forats et des forums ont été organisés un peu partout dans le pays pour informer juste et vrai les populations. S'inscrire dans une dynamique communicationnelle révolutionnaire parce que ce qu'on a découvert va projeter le pays dans des dimensions que l'on ne peut pas mesurer. Donc c'est important, la communication devait suivre. J'ai dit aussi autre chose. J'ai fait un appel à la classe politique, de l'opposition comme du pouvoir, pour dire n'allumez pas ce pays. Le pétrole est volatile. Le gaz l'est encore beaucoup plus. Si les gens pouvaient voir ce que le pétrole a fait de certains pays dans le monde, ils ne joueraient pas avec le feu. J'ai dit, il faut en parler. Il faut continuer à en parler. Il faut se déterminer. Il faut que les choses soient clarifiées. Parce que sinon, quelque chose va s'installer et nous ne pourrons pas faire face. Et c'est le cas d'espèce. C'est pourquoi, par rapport à ta question, mais la démocratie, sa marche va continuer. Les gens ont appelé au dialogue national. Ceux qui ont envie d'y aller vont y aller. Ceux qui ne veulent pas y aller n'y vont pas. Mais le pays doit continuer à avancer. On ne va pas passer notre temps à discuter de la question de Aliou Sall à partir du moment où les responsabilités ont été prises. Toutes les parties ont dit qu'ils vont aller devant les tribunaux. Et vous savez, le temps de la justice, c'est un temps, mais c'est un temps lent, c'est connu. Surtout la justice internationale. Mais quand le verdict arrive, il est sans appel. Et Tadé me rappelait ce matin qu'il a, dans ses recherches, vu que les contentieux dans le pétrole ne durent jamais 50 ans. La vérité finit toujours par se savoir. C'est pourquoi je voulais terminer en disant ceci. Il faut que le pays continue. Parce que qu'est-ce qui est en train de se faire? Il faut que les gens savent qu'ils sont en train de travailler. Les multinationales ont investi les zones d'impact. Ils sont en train d'organiser des ateliers d'information, de leurs procédures, des normes. Ils sont en train de détecter. Pendant ce temps, nous allons nous passer notre temps à nous chamailler, à discuter sur des questions de préséance, de la présence de Aliou Sall ou pas. Pour moi, la question de Aliou Sall, elle est minime par rapport à tout ce qu'on peut tirer sur le pétrole et le gaz, et notamment, surtout, repris dans le nouveau code avec ces Mais innovations. on ne peut pas quand même passer... Oui, j'aimerais, par rapport à cette question, que faut-il faire? Moi, je pense que le président de la République aurait posé un acte fort et un grand acte, et puis aller sortir par la grande porte. Si aujourd'hui, il décidait, si les rapports existent, de déclassifier les rapports des corps de contrôle. Parce qu'en réalité... Le rapport de l'inspection générale d'État. Oui, s'il existe. Parce qu'en réalité, actuellement, quoi qu'on dise, le reportage de BBC a mis le pays dans une situation plus ou moins... Enfin, a fait régner une tension dans le pays. Il convient de calmer les cœurs et les esprits. Et cela, pour le faire, je pense que le président Macky Sall a déjà posé des actes forts. Moi, je l'aurais invité à aller encore dans ce sens. D'abord en déclassifiant les rapports s'ils existent. Ensuite, en permettant à ce que la justice fasse son travail. Parce que qu'on le fasse maintenant ou qu'on ne le fasse pas, tôt ou tard, M. Sall ou toute autre personne impliquée dans cette histoire répondront à la justice. Ont-ils tort ou raison? C'est la justice qui déterminera. Si ce n'est pas la justice nationale, ce sera la justice internationale. Dès lors que Global Witness, vous l'avez certainement vu, s'est saisi de l'affaire, vous pouvez être sûr que l'affaire ira très loin. Global Witness a été à l'origine, a dévoilé plusieurs scandales qui ont même impulsé la dynamique de la réglementation sur les ressources extractives, tout cela, je n'ai pas besoin de rappeler. Selon moi, c'est le premier acte à poser. Dire la vérité. Parce que le secteur pétrolier, en réalité, ne s'accommode point de rumeurs. Quand vous ne dites pas la vérité dans le secteur pétrolier, la population se créera sa propre vérité. Et la vérité populaire aura raison de la vérité que vous voulez cacher. Et là, ce sera encore pire. Deuxième élément, ou bien deuxième acte à poser, il nous faut revoir notre système pétrolier. Quand je parle de notre système pétrolier, je parle on vient de voter un nouveau code pétrolier. Il ne vous suffit pas? Selon moi, non. C'est quoi les manquements de ce code que vous pointez?
J'ai entendu beaucoup d'experts dire que l'innovation majeure du code, c'est la mise en place du principe d'appel d'offres. Mais lorsque vous lisez l'article 12, enfin, on ne peut même pas parler de principe d'appel d'offres. L'article 12 dit l'attribution des blocs se fait par appel d'offres ou bien par consultation directe. Et il dit les modalités d'application seront précisées dans un décret. Il n'y a rien de clair, il n'y a pas un principe. Toujours, la notion de la consultation directe est toujours là. Premièrement. Deuxièmement, on dit que l'autre innovation majeure, c'est la mise en place d'une commission de négociation. Tout à l'heure, je vous parlais de l'existence de cette commission au niveau de Petrosen. Et le code n'a encore rien précisé. Mais ce n'est pas trop tard puisque les décrets d'application ne sont pas encore pris. Et je pense que ce sera l'occasion pour le président de la République de faire en sorte que la législation pétrolière soit une législation consensuelle. Actuellement, au XXIe siècle, c'est le consensus. On n'est plus dans le légalisme où l'État souverain imposait les lois. Il y a maintenant une multitude d'acteurs et il faut prendre en compte les avis de ces acteurs, comme cela s'est fait dans le code minier. Il a relancé le débat, il a souhaité que la société civile et l'opposition intègrent le COS-Pétrogaz. Je pense que le code pétrolier, notre système pétrolier gagnerait, en tout cas il y aurait une plus-value si on élargissait le débat. C'est les quelques manquements que j'ai notés dans le nouveau code. Évidemment, il y a d'autres innovations sur lesquelles on pourra revenir. Évidemment, il ne nous reste pas beaucoup de temps. On a quand même envie de savoir, dans le milieu, comment ce genre d'affaires qui éclate comme ça, on a vu, tout le monde a réagi, du président de la République au staff management de BP, de Cosmos, tout le monde réagit. Cela veut dire que à un moment donné, l'effet de déflagration est énorme et touche tout le monde. Comment notre pays peut ou doit s'en sortir? Alors, dans le milieu, qu'est-ce qui se dit? Alors, est-ce que c'est de nature à échauder peut-être d'autres qui voudraient venir, qui pensent que, oulala, on parle du Sénégal, pas en de bons termes, on attend de voir? Oui. Ou alors ça ne refroidit pas ceux qui veulent bien venir explorer. Ça ne les refroidit pas, parce que vous savez, par ailleurs, on a eu ces scandales-là dans d'autres pays aussi. Ça n'a pas empêché les choses de continuer. Je rappelle souvent le cas de l'Angola, où quand il y a des conspirations... c'est pas un bon exemple. C'est pas un excellent exemple. Hein. Les gens se battaient et pendant ce temps, on continue à pomper, à forer. C'est pourquoi je dis qu'il faut éviter d'être manipulé, de part et d'autre. Il faut éviter d'être manipulé, il faut éviter les manipulations, mais il faut aussi lever un ensemble d'équivoques. Alors, justement en parlant d'innovation majeure, mais la communication, c'est une innovation majeure. Il faut que l'État corrige sa communication. Ça aussi, c'est une vérité. C'est-à-dire, on ne peut pas, sur ces questions-là, permettre à tout le monde, à chacun de parler. Ça parle de tous les côtés. Et parfois, vous regardez la télévision, vous regardez sur des plateaux de télévision, vous vous dites, mais de quoi ils sont en train de parler? C'est-à-dire, c'est des confusions, c'est des amalgames, surtout quand la posture est une posture officielle. Vous vous dites, mais si le monsieur lui-même ne comprend pas qu'on parle du gaz, j'ai vu hier quelqu'un à la télévision dire, je suis là, mais moi, je ne sais pas de quoi l'on parle. J'ai dit, mais pourquoi vous venez alors? Il ne fallait pas l'inviter déjà. Voilà, il fallait j'ai bien fait de vous inviter parce que vous savez de quoi on parle, vous. Donc, voilà un peu des questions du genre. Mais Abdoulaye, il y a aussi la responsabilité du Sénégalais lambda. De ne pas être tout le temps à l'écoute de tout le monde. Il faut être à l'écoute de son État d'abord, parce que ça, c'est une posture républicaine. Et c'est pourquoi j'ai invité l'État à avoir une communication continue et efficiente. Mais Bachir, il y a un débat public quand même. Ceux qui font face à l'État estiment que l'État n'a pas bien défendu les intérêts du Sénégal. Je pense qu'ils sont dans leur droit de poser ces problèmes. Je ne n'enlève pas ce droit. C'est pourquoi moi j'ai dit, je suis à l'aise pour en parler parce que je travaille un peu... On ne peut pas en vouloir à ceux qui appellent aujourd'hui à un exercice de transparence. Je pense qu'on ne peut pas leur en vouloir. Ça c'est fondamental. Surtout qu'il y a des faisceaux qu'il faut éclaircir. Ça c'est fondamental. Ça c'est fondamental. L'exercice de transparence est fondamental. Le Sénégal a adhéré à l'ITIE. Mais l'adhésion à l'ITIE est volontaire. On ne force aucun État. Quand ça a été créé à la suite de publier ce que vous payez, c'est de dire aux États, si vous voulez être transparent, adhérez à l'ITIE, c'est-à-dire laissez tout faire. Mais à ce niveau-là, il y a des choses à faire. Je pose une dernière question. Est-ce qu'on n'a pas tordu le droit, enfin les principes avant, et qu'aujourd'hui, on pense tout faire, tout bien?
en adoptant un code, en adhérant à l'ITIE, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais ce qui s'est fait avant, comme on semble le reprocher aujourd'hui, a été fait à l'inverse des règles d'éthique et de transparence. Non, ce que je peux dire, moi, pour donner mon dernier mot, c'est que le Sénégal, aujourd'hui, a mis en place un ensemble de dispositifs institutionnels et juridiques salutaires. L'ITIE, le COS-Pétrogaz, l'Observatoire pour le respect des droits humains dans l'industrie extractive. Beaucoup de gens l'ignorent, c'est fondamental et c'est bien. Vous pensez qu'on a vraiment de quoi entrevoir l'avenir avec... Oui, mais parce que le bébé ne peut pas naître aujourd'hui, avoir des dents aujourd'hui et marcher. L'histoire pétrolière, c'est une longue histoire. Quand vous voulez, si vous prenez la Sonagol ou Sonatranche, ça a été mis longtemps aujourd'hui. Quand vous allez en Angola, c'est 50-50. Mais il nous faut du temps pour y arriver. Mais encore une fois, j'en appelle à la responsabilité, j'en appelle aussi à une communication efficiente. Tadei Adjuma Seck, vous ne semblez pas très optimiste puisque bien sûr vous pointez des manquements du code pétrolier qui peuvent nous valoir demain aussi d'autres problèmes. Mais dans le milieu, qu'est-ce qui se dit? Est-ce que ça refroidit certains? Mon avis sur la question, c'est que cela peut refroidir effectivement. Parce que n'oubliez pas que les contextes sont en train de changer. Nous sommes dans un monde de plus en plus globalisé. Et le risque réputationnel est maintenant le risque le plus craint par les multinationales. Et cela, cette histoire de corruption, de conflit d'intérêts n'honore pas le Sénégal. Je ne sais pas ce qu'il en sera dans l'avenir, mais effectivement, comme le dit Bachir, il y a des pays qui ont traversé des situations pires que la nôtre et où les compagnies continuent de pomper. Parce que le pétrole, en réalité, il est, comme on dit, ubiquitaire. On va où se trouve le pétrole, quelles que soient les contraintes. Je pense que il y a eu un faux départ que je n'impute pas au régime de Macky Sall, parce qu'il ne faudrait pas oublier peut-être aussi que cette histoire de Timis, c'est antérieur à l'arrivée de Monsieur le Président, mais il y a eu un faux départ. Mais ce n'est pas le moment de nous attarder sur ces faux départs. Il nous faut entrevoir l'avenir, et l'avenir, on l'entreverra quand prenant une décision d'ouvrir le dialogue et de prendre les décisions qui s'imposent. Messieurs, un tout dernier mot. Comment vous percevez-vous cette clameur qui est surgi après le reportage de la BBC? Vous vous dites, mais il n'y a pas matière finalement à créer cette tension dans le pays, ou alors il faut s'arrêter et solder cette affaire? Non, je suis catégorique. Il n'y avait pas de quoi mettre le pays dans cette situation. Il faut savoir que c'est un reportage qui n'est même pas commandité par BBC, mais par Africa Ayers, qui est une production donc achetée, et qu'il y a des cohérences et des incohérences. Diffusé par BBC, on va pas mais le plus important, c'est la lecture et qu'est-ce qu'on va en faire. C'est pourquoi je disais que nous tenons une formidable occasion de revoir les choses, de nous lancer et de savoir que ce pétrole-là, il sera, Inch'Allah, par la grâce de Dieu, une bénédiction pour notre pays. C'est ma conviction profonde. Sur le principe, quand un envoyé spécial, puisqu'on regarde plus les chaînes françaises ici, diffuse un reportage de Capa ou d'une autre maison de production, on dit c'est France 2 et il l'assume. Donc on va le laisser à la BBC. Tadei Seck. Cette clameur, selon moi, ne se justifie pas parce que les éléments nouveaux ne sont pas si nombreux. Je pense que toutes ces questions ont déjà été soulevées par des Sénégalais. Mais c'est le moment aussi, puisque tout le monde en parle maintenant et que tout le monde est intéressé par cette question, c'est le moment de revoir notre cadre de gouvernance et de corriger une bonne fois pour toutes ces limites. Messieurs, merci d'avoir été avec nous. J'avais dans ce studio Ibrahima Bachir Dramé, expert pétrolier, formateur au métier du pétrole et du gaz, en plein dedans, et Tadei Seck, un de nos juristes pétroliers, également responsable de programme au Comité sénégalais des droits de l'homme en matière de ressources extractives. C'était un plaisir de vous recevoir pour vos éclairages. On espère que vous avez contribué à, en tout cas, éclairer le débat. Les auditeurs jugeront. Merci de nous avoir suivis. Remue Ménage revient dimanche prochain pour un autre numéro.